L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde est un roman paru en 1885 et traduit de l'anglais et écrit à la base par Robert Louis Stevenson, qui est l'un des principaux auteurs écossais du XIXe siècle. Et il est compliqué de placer un genre à ce roman, puisque au premier abord c'est un roman d'aventure retraçant l'histoire d'un personnage principal, Monsieur Easterson, et les mésaventures qu'il peut rencontrer dans la ville de Londres. Mais c'est aussi un roman policier, puisque l'intrigue se base principalement sur l'enquête justement de ce personnage, Monsieur Utterson, à la recherche d'un criminel des rues londoniennes, à savoir Mr Hyde. Mais l'on retrouve également toute une dimension psychologique et peut-être même philosophique, puisque c'est une œuvre qui nous offre une réflexion morale sur divers sujets et concepts philosophiques. Il y a aussi un caractère épistolaire qui ressort notamment dans les échanges entre les personnages et des événements qui sont presque à la limite du fantastique et qui s'inscrivent plus dans le genre de l'horreur, notamment avec la violence décrite dans certaines scènes des crimes de Mr Hyde tout au travers de l'histoire. Il est important de remarquer que c'est un ouvrage qui a été source de plusieurs adaptations, que ce soit dans le monde cinématographique. Il y a même un jeu vidéo paru sur Nintendo NES qui permet d'incarner les différents personnages et de voir leur vision du monde. Comme dit précédemment, les personnages sont tous liés entre eux et le Dr Jekyll et le Mr Hyde ne forment qu'une seule et même personne, qui sont donc reliés par la transformation de l'un en l'autre. En effet, le Dr Jekyll, de par sa connaissance en termes de science et de médecine, va réussir à créer une potion qui lui permet de se transformer en Mr Hyde, qui est en fait l'incarnation même de tous les désirs refoulés, qui est un petit peu une incarnation du mal lui-même, tous les désirs refoulés du Dr Jekyll en une seule personne. En ce qui concerne les liens entre le Dr Jekyll et Monsieur Utterson, le notaire, il faut savoir qu'ils sont deux vieux amis de longue date et que donc il règne une conscience inébranlable entre l'un et l'autre. Au début de l'histoire, tous les personnages apparaissent en double, puisque évidemment la figure du double est un thème extrêmement important au travers de cette œuvre. Nous avons tout d'abord Utterson et un personnage que l'on nomme Enfield, qui est donc son cousin éloigné, et qui permettent de planter le décor de l'histoire, à la fois intrigante et inquiétante, dans une ruelle sombre de Londres le soir, dans laquelle il se promène et trouve une porte. Et or, cette porte, comme le sens commun le veut, c'est l'emblème même de la séparation entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est donc la porte d'entrée au labo donc, du Dr Jekyll, à son monde intérieur. Peut-être, si l'on pousse la métaphore un petit peu plus loin, cette porte représente la séparation entre son conscient et son inconscient. Et ça nous indique d'entrée de jeu et bien justement le double jeu joué par le Dr Jekyll, puisque nous avons d'un côté cette petite porte comme une arrière-boutique cachée au fin fond d'une ruelle, et de l'autre la véritable entrée au cabinet qui, elle, représente le statut social du docteur, puisque c'est une grande entrée, un grand portail, tout ce qu'il y a depuis normal. Et donc passé cette porte, ce que nous trouvons, c'est un Dr Jekyll qui est en proie à des réflexions à portée morale et philosophique concernant la complexité de son être, peut-être, qu'il cherche à se comprendre ou à se connaître. Et cette altérité de l'identité, elle est traduite par une dissociation concrète entre, bien sûr la métaphore est exacerbée, mais entre le bien et le mal, entre ces deux idées qui s'opposent et qui se complètent, et qui font partie intégrante de l'homme, puisque de jour en jour, mon intelligence, aussi bien du côté moral que du côté purement intellectuel, s'approcha et m'approcha plus près de cette vérité, dont la découverte partielle m'a condamné à un aussi effroyable naufrage. À savoir qu'un homme n'est pas un, mais deux êtres, essentiellement. Et il profite alors d'avoir réussi à séparer ces deux instances pour profiter de la vie que lui confère le visage de Mr Hyde, à savoir exprimer ses pulsions et ses envies ainsi que ses désirs les plus immoraux et les plus inconcevables dans la société. Et de ce fait, Mr Hyde est donc un être purement pulsionnel, et Dr Jekyll affirme lui-même qu'il n'y a rien d'humain en lui, et il jouit du mal à l'état pur, avec une avidité presque bestiale d'assouvir ses désirs et ses pulsions. Et bien évidemment, tout le synopsis de cet ouvrage nous rappelle la fameuse triptyque freudienne qui a été établie pas loin d'un siècle plus tard, dans laquelle l'individu est tiraillé entre le surmoi et le ça, en étant le moi. Bien évidemment, Mr Hyde est l'incarnation même du ça et des pulsions refoulées qui cherchent à s'exprimer, et le Dr Jekyll
deux personnes nature tiraillées entre les deux avec une volonté de se séparer, représente bien évidemment le moi. Cependant, nous voyons tout au cours de l'histoire que le ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur et d'importance sur la personnalité du Dr Jekyll, puisque celui-ci se laisse totalement envahir par Mr Hyde. En effet, les transformations se font de plus en plus fréquemment et surtout avec une perte de contrôle assez inquiétante de la part du Dr Jekyll, qui pourtant est l'auteur même de celle-ci. Et cela va même mener à la disparition du Dr Jekyll, qui va être le point de départ, en quelque sorte, de l'enquête du notaire, M. Utterson, que nous avions oublié jusque-là, puisqu'évidemment il va partir à la recherche de son ami disparu et donc se mettre à la poursuite de Mr Hyde. Et il est important de noter ici bien évidemment le jeu de mots entre Mr Hyde et donc Utterson, qui se dit de lui-même qu'il sera le Mr Sick, et il se présenterait alors comme un énième dédoublement de la personnalité du Dr Jekyll, puisqu'il vient traquer le Mr Hyde qui lui se cache au sein de la maison, et donc ça complète bien cette dynamique freudienne du surmoi qui essaye de refouler le ça pour que le moi puisse vivre en accord avec les valeurs morales que la société lui impose. Donc cet ouvrage en réalité c'est une quête identitaire plutôt étrangement inquiétante d'un personnage face à lui-même, face à ses pulsions. Tout cet ouvrage remet en quelque sorte en cause toute la définition que l'on a de l'affirmation du sujet, puisque celle-ci passe nécessairement par une certitude que celui-ci, le sujet, peut être unitaire et exprimé par le jeu. Or, ici, et tout au long du livre, Mr Hyde est décrit à la troisième personne du singulier, et c'est notamment le cas dans l'ultime lettre que le Dr Jekyll écrit, et donc nous assistons à une véritable différenciation de l'être, ou plutôt du moi, par rapport à un autre dans lequel il ne se reconnaît pas. Donc, lorsqu'il se reconnaît en un autre qui n'est pas lui, le Dr Jekyll perd toute notion de subjectivité, et c'est notamment cette perte qui se traduit par une invasion totale du Mr Hyde, qui jusqu'alors était tant redouté, puisque la fin du roman consiste en une ultime transformation du Dr Jekyll en Mr Hyde qui n'a pas pu être révolue, et donc qui explique la disparition de celui-ci. Et donc, notamment, cette fin du roman, elle est écrite dans une lettre que le Dr Jekyll adresse au notaire M. Utterson, et l'on peut voir que c'est à travers l'écriture qu'en réalité le docteur cherche à se rattacher à lui-même, à son identité, et c'est aussi par celle-ci qu'il se suicide. Pour moi, c'est maintenant l'heure véritable de ma mort, et ce qui va survenir par la suite en concerne un autre que moi. Ici donc, et dans le moment que je repose ma plume, en appliquant mon sceau sur cette confession, je mets un point final à l'humaine existence du malheureux Henry Jekyll. En guise de conclusion, cet ouvrage nous offre nécessairement un avant-goût de la psychanalyse, puisque nous ne pouvons vraisemblablement pas nier les évidences et les ressemblances qu'il y a avec celle-ci, même si, encore une fois, les travaux de Freud n'ont pas lieu d'être avant le XXe siècle. Mais évidemment, ces travaux nous permettent d'avoir une meilleure compréhension et de faire une meilleure analyse de la complexité des personnages qui ont été dépeints par Stevenson dans son roman en 1885. Et évidemment, même sans avoir une connaissance parfaite des thèses freudiennes, il est quand même évident que cet ouvrage nous met face à la complexité même de la nature humaine ainsi qu'à toutes les angoisses qui peuvent accompagner celle-ci. Puisqu'évidemment, en tant qu'humains, je pense que nous avons tous été pris face à cette dualité, cette altérité. Nous n'arrivons pas à comprendre comment il peut avoir un si grand écart entre notre conscience morale et nos désirs les plus profonds, et peut-être même avons-nous nourri ce rêve quelque peu désillusionné de vouloir nous contrôler avant de nous rendre compte finalement qu'il est impossible de se contrôler et que ce sont ces mêmes choses que nous voulons apprivoiser qui, en fin de compte, nous contrôlent. Et évidemment, cet ouvrage soulève une question qui est intemporelle et qui ne semble avoir aucune réponse, mais qui n'est autre que « Qui suis-je »